Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle capsule de formation, cette cinquième capsule de formation dans le cadre du management interculturel et des ressources humaines en Europe, nous allons discuter des points suivants. Avant de discuter des points importants de cette formation, nous allons commencer ou bien introduire par quelques définitions des concepts de base qui sont importants qu'il faut éclaircir avant de rentrer dans le vif du sujet. Par la suite, nous allons voir le droit du travail en Europe, le volontariat international et les migrations au sein de l'Union européenne ou bien des ressortissants de l'Union européenne. Le premier concept à définir est le volontariat. C'est le fait de s'engager de son plein gré, c'est-à-dire volontairement, sans aucune obligation, dans une contrainte, et sans contrainte, pour une action formalisée par un contrat. Par la suite, la durée de travail, c'est la période servant de base pour le calcul des salaires. Et la période de travail, elle est définie soit par jour, par semaine, ou peut être aussi définie par quinzaine ou par mois. Hiérarchie, c'est le schéma d'une organisation qui fixe les liens de subordination entre les employés et leurs supérieurs, c'est-à-dire qui est supérieur de qui ou bien qui est responsable de qui. Le salaire, c'est la paie ou rémunération, c'est-à-dire ce que perçoit un salarié en contrepartie d'un travail. Et il y a le salaire brut et le salaire net. Le salaire net, c'est le salaire brut moins les cotisations salariales et les impôts. Et c'est le salaire que perçoit la personne à la fin du mois. C'est le montant qui est mentionné en bas de la fiche de salaire. Le cinquième concept est les charges sociales, qui est le total des sommes prélevées sur les rémunérations brutes. C'est ce que je viens d'expliquer. Donc, c'est ce qu'on prélève du salaire brut pour qu'il devienne un salaire net. Soit aux salariés, c'est ce qu'on appelle les cotisations salariales. Donc, si on prélève du salaire brut du salarié, on les appelle cotisations salariales, soit à l'employeur. Dans ce cas-là, on les appelle cotisations patronales et c'est des cotisations que l'employeur paie pour le salarié. En moyenne, sur les salaires européens, 22% sont prélevés au titre des cotisations salariales, c'est-à-dire à la charge du salarié, et jusqu'à 42% sont des charges patronales, à la charge de l'employeur. La troisième partie où nous allons se rapprocher du droit de travail en Europe. Donc, la principale notion qu'il faut connaître et sur laquelle on se base est celle de l'hiérarchie. En effet, le droit prend ses sources dans un ensemble de règles écrites, comme des textes de loi, des traités, des constitutions et des lois, et non écrites de la jurisprudence. C'est-à-dire les décisions, par exemple, des juges. Les sources sont soit directes, règlements, loi, code, ou indirectes, jurisprudence, doctrine, c'est-à-dire on peut rapprocher le terme de doctrine au terme de culture, ce qui est courant dans la culture, ou usage, et elles sont hiérarchisées. La pyramide allant des réglementations à la Constitution place le droit communautaire et le droit social européen au sommet. C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. L'hiérarchie des sources du droit. D'accord, donc maintenant on peut s'imaginer qu'on est dans une entreprise et la source du droit principal sur laquelle il faut qu'on se base, il faut qu'on respecte, c'est bien sûr celle du contrat de travail. C'est le contrat du travail qui régit la relation entre le salarié et son employeur et contient les droits et les obligations du salarié vis-à-vis de son entreprise et les obligations et les droits de l'employeur
vis-à-vis de son employé, bien sûr. Par la suite, dans un contrat de travail, on ne peut pas tout mentionner. Donc, c'est pour cela qu'on a un règlement intérieur de l'entreprise qu'il faut respecter par les salariés. Donc on mentionne toutes les choses qu'on ne peut pas mentionner dans le contrat de travail. Par la suite, si quelque chose n'est pas mentionné dans les règlements intérieurs, on passe aux usages professionnels, aux conventions collectives, aux accords, règlements, lois nationales, ça peut être la loi, le code du travail, par exemple, bien sûr, dans notre situation, c'est le code du travail, mais les lois nationales, c'est le code du travail, c'est le code de la route, etc. Et au-dessus des lois nationales, on trouve la Constitution. La Constitution, c'est la base de toutes les lois. C'est elle qui définit le régime du pays et la doctrine du pays. D'accord? Et tout ça quand on est dans un cadre limité à l'intérieur d'un seul pays. Maintenant, quand on se trouve dans une situation ou bien dans un environnement international où on peut être situé ailleurs du pays ou bien être situé même à l'intérieur du pays et avoir des collaborateurs et des salariés de plusieurs nationalités, c'est là où les conventions internationales agissent. D'accord? Quand on ne peut plus se limiter aux lois nationales et à la Constitution, c'est dans ce cadre-là qu'agissent les conventions internationales. Et quand on est dans l'espace de l'Union européenne, ce n'est plus la Constitution du pays qui règne, c'est la Convention internationale ou bien la Convention de l'Union européenne. La durée de travail en Europe. Donc, elle varie selon les États européens, c'est donc à une réglementation nationale. D'accord? Donc, le maximum, on trouve 48 heures de travail par semaine et le minimum sur l'espace de l'Union européenne est de 35 heures par semaine. Et en France, on applique cette durée minimum qui est 35 heures par semaine. Le salarié est soumis à une durée légale de travail de 35 heures. Des durées maximum de travail quotidiennes et hebdomadaires sont également imposées. Le salarié ne doit pas travailler au-delà des durées maximales prévues, qui sont déjà imposées par la loi, sauf dispositions prévues, sauf des cas exceptionnels qui sont justifiés. Les salaires. Donc, le coût du travail est affecté par les charges sociales variables selon les États. Elles sont déduites du salaire brut. Comme on a expliqué tout à l'heure, donc on a un salaire brut, on déduit les charges sociales. Mais ces charges sociales varient d'un pays à un autre et en France, on trouve les charges sociales les plus élevées. Bon, en France notamment, ce coût est le plus élevé, comme je vous ai dit, en Europe, pouvant atteindre actuellement jusqu'à 42% pour la partie patronale et 22% pour la partie salariale. Et il est aussi le plus élevé dans l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. C'est une organisation internationale d'études économiques et elle comprend 34 pays dans le monde. Les situations applicables aux salariés en mobilité internationale. Il faut distinguer trois situations. Nous avons le détachement, l'expatriation et le transfert avec un changement majeur. Donc, quelle est la différence entre ces trois statuts-là? Donc, le détachement, c'est le court séjour à l'étranger dans les mêmes conditions de travail et d'avantages sociaux. C'est-à-dire, un salarié qui travaille pour une entreprise X, un jour, on décide de l'envoyer pour une mission dans un autre pays. Donc, il va être détaché pendant une durée précise. Et généralement, cette durée-là, si je me rappelle bien, ne doit pas dépasser 3 ans maximum. Donc, c'est 1 an et demi renouvelable une seule fois. Ça ne dépasse pas 3 ans. D'accord? Donc, après la durée de son détachement, il revient à son poste initial qu'il occupait dans l'entreprise du pays d'envoi ou bien un poste meilleur. D'accord? Ça, c'est le détachement. Par la suite, l'expatriation, c'est le long séjour avec maintien du contrat initial. Donc, c'est le fait d'envoyer un salarié pour une durée indéterminée dans un autre pays
pour occuper un poste ou bien une mission, mais il garde son contrat initial, c'est-à-dire son salaire initial, ses avantages initiaux, et pourra avoir une rémunération supplémentaire, des primes supplémentaires et des avantages supplémentaires. Et la troisième figure est le transfert avec un changement majeur. Le salarié n'étant plus lié à son employeur initial et par conséquent ne profite pas des avantages acquis. Donc, c'est comme si le salarié avait démissionné de son entreprise initiale et décroché un nouvel emploi dans une nouvelle entreprise. Donc, il ne garde plus son contrat initial ni ses avantages initiaux. Alors, quelles sont les conséquences de ces mobilités internationales? Alors, ça n'a pas de conséquences d'ordre fiscal. Le salarié paye ses impôts dans le pays où il réside, quel que soit son statut, sauf pour le détachement. Pour le premier cas, c'est le salarié qui choisit. Il peut payer les impôts dans le pays d'origine ou dans le pays d'envoi, c'est à lui que revient le choix. Alors, les salaires ne sont pas affectés non plus. La loi applicable en cas de licenciement, par exemple, est soit explicitée sur le contrat. Donc, avant d'envoyer un salarié pour un détachement via expatriation ou quoi que ce soit, il signe un contrat de mobilité internationale. Et dans ce contrat de mobilité internationale, on mentionne tous les détails. Et parmi ces détails, le cas de licenciement, est-ce qu'on va recourir au droit du pays d'origine ou bien du pays d'accueil. D'accord? Donc, si ceci est mentionné dans le contrat, c'est le pays qui est mentionné dans le contrat. En fait, on suit les lois du pays qui est mentionné dans le contrat. Sinon, c'est le pays de résidence initiale. Et par la suite, c'est la Convention de Rome qui rentre en vigueur en 1991, qui a fixé ces dispositions, juste à titre d'info. La deuxième partie, le volontariat international. Donc, je suppose que vous avez déjà une idée sur le concept de la volontariat, mais en tout cas, nous allons bien le détailler. Donc, créé par la loi du 14 mars 2000, il concerne les entreprises françaises, les organismes publics et parapublics, sous tutelle du ministère des Affaires étrangères françaises et européennes, et ou du ministère des Finances et de l'économie, ainsi que les organisations internationales et associations agréées. Le volontariat international, c'est le fait de confier à un jeune de 18 à 28 ans, homme ou femme, une mission professionnelle à l'étranger d'une durée de 6 à 24 mois, renouvelable une seule fois. Il existe 3 types de volontariat international. On trouve le VIE, c'est le volontariat international effectué en entreprise. Donc, on peut effectuer un travail de volontariat dans une entreprise. Ça peut aussi être effectué dans une administration hors du pays initial ou bien hors de la France. D'accord? Et la troisième figure est le volontariat de solidarité internationale. C'est le fait d'effectuer un travail humanitaire ou à but associatif pour le compte d'une organisation non gouvernementale, ONGE, pour, comme je vous ai dit, un but humanitaire. Donc, ça doit forcément être dans une association. La question qui se pose, c'est quels sont les métiers dans lesquels on peut effectuer un travail de volontariat. Alors, aujourd'hui, tous les métiers sont concernés par le volontariat international, que ce soit le commercial, le financier, les ressources humaines, techniques, hôtellerie, tourisme, tout est concerné par le VIE. Les missions ne sont pas bénévoles, elles sont rémunérées par l'État sous couvert de l'ambassade de France du pays concerné. Alors, il y a un point essentiel, c'est de faire la différence entre le volontariat et le bénévolat. Alors, être bénévole, c'est faire un travail gratuitement. Un travail, n'importe quel service ou bien travail de n'importe quelle nature, de façon gratuite. Alors, par contre, le volontariat, c'est le fait de faire un travail, c'est volontairement, mais pour une rémunération. Cette formule est généralement
destiné aux jeunes chercheurs d'emploi et étudiants. Donc le volontariat international doit remplir les conditions réglementaires. Il présente des avantages, notamment la souplesse, qui est la durée modulable adaptée aux besoins de l'entreprise, la durée du travail, du volontariat, une simplicité de gestion qui protège le volontaire et l'entreprise, et la sélection relève du choix exclusif de l'entreprise. Les délais d'instruction courts et suivis en ligne pour le volontariat. Gestion des dossiers confiés à UBI France. UBI France est une agence française pour le développement international des entreprises. C'est elle qui se charge des entreprises de toutes les tâches relatives à la mission du volontariat. Les coûts attractifs pour l'entreprise pouvant l'intégrer dans le coût de prospection à l'étranger et les rémunérations forfaitaires nettes d'impôts et de charges. Selon une enquête réalisée par UBI France, l'Agence française pour le développement des entreprises et qui se charge du traitement des dossiers des volontaires, il aurait facilité l'insertion professionnelle à 95% des anciens volontaires internationaux en entreprise. Donc le fait d'avoir effectué un travail de volontariat international en entreprise facilite beaucoup l'insertion professionnelle des jeunes dans le monde professionnel. Il aurait permis l'emploi de 75% dans les entreprises d'accueil, c'est-à-dire 75% des volontaires, après avoir terminé leur période de volontariat, ils ont occupé un poste au sein de l'entreprise où ils ont effectué le travail de volontariat. Depuis 2001, près de 30 000 volontaires internationaux ont effectué une mission pour le compte de 3 741 entreprises, dont 65% sont des PME, c'est-à-dire des petites et moyennes entreprises. Actuellement, 6 541 volontaires sont en poste dans 135 pays dans le monde. Près de 200 domaines d'activité sont représentés. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça concerne presque tous les domaines d'activité aujourd'hui. Dans la troisième partie, nous allons voir l'immigration dans l'Union européenne et quelles sont les lois qui régissent l'immigration au sein de l'Union européenne. Tout d'abord, qu'est-ce que l'Union européenne? Alors, l'Union européenne est une association politico-économique de 27 États européens qui délèguent ou transmettent par traité l'exercice de certaines compétences à des organes communautaires. L'espace Schengen, l'Union, comporte aujourd'hui 25 pays membres. Ils étaient de 28 pays et à partir du 31 janvier 2020, le Royaume-Uni s'est retiré de l'Union européenne, ainsi que se compose de 4 États membres de l'Association européenne de libre-échange, qui sont l'Islande, le Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. Les pays utilisant l'euro, il faut noter que les 27 pays de l'Union européenne n'utilisent pas tous l'euro comme monnaie principale, donc ils sont uniquement au nombre de 19 sur les 27 pays qui utilisent l'euro. Alors, l'objectif de cet accord est de faire disparaître les frontières entre les pays de l'Union européenne, les pays qui ont signé la Convention de l'Union européenne, et de renforcer les frontières externes pour protéger les citoyens de l'Europe. Les frontières externes, que ce soit portuaires, c'est-à-dire les ports, les aéroportuaires, les aéroports et terrestres, que ce soit les routes nationales ou bien les autoroutes. D'accord ? Création d'une base de données commune et du CIF, ainsi que l'harmonisation des réglementations intérieures de façon à avoir la même réglementation dans tous les pays. Les dates essentielles qu'il faut retenir, c'est que les accords ils ont été signés en 1987 et rentrés en vigueur en 1995, et en 1999, l'acquis
de Schengen est entré dans le droit communautaire grâce à un protocole annexé au traité d'Amsterdam. Alors maintenant, les formalités d'immigration dans les pays de l'Union européenne. Donc, les procédures de visa, si les citoyens de l'espace Schengen sont libres d'y circuler, les ressortissants étrangers doivent obtenir des visas pour circuler librement pendant 3 mois seulement. Donc, si vous n'êtes pas ressortissant européen et vous voulez accéder à l'espace Schengen, vous avez besoin d'un visa. Et ce visa vous permet uniquement de passer un séjour de 3 mois maximum et sortir de l'espace Schengen. Des visas longue durée peuvent être obtenus, mais avec des entrées multiples. C'est-à-dire, même si on a un visa par exemple de 5 ans, on ne peut pas passer 5 ans dans l'Union européenne. Le maximum qu'on peut passer, c'est 3 mois, sortir et rentrer. En raison de flux migratoires, les modifications du traité sont envisagées pour lutter contre certains dysfonctionnements nuisibles aux États signataires. Maintenant, nous allons voir l'immigration dans l'Union européenne. Donc, la Convention de Schengen a conçu des règles uniformes à tous les États membres. Si on est citoyen de l'Union européenne, c'est-à-dire ressortissant des 27 pays de l'Union européenne, on a besoin d'être muni juste d'une carte d'identité nationale ou un passeport pour circuler librement dans l'espace Schengen. Par la suite, les citoyens de l'espace économique européen. Donc, les citoyens de l'espace économique européen sont les 4 États que nous avons déjà cités au plus haut, qui sont l'Islande, la Norvège, la Suisse et Liechtenstein. Donc, ces 4 États aussi ont juste besoin d'une carte d'identité nationale ou un passeport pour circuler librement dans l'espace de l'Union européenne. Et finalement, si on n'est pas citoyen de l'Union européenne, on a besoin d'un document qui justifie le motif et conditions du séjour, et généralement c'est l'équivalent à un visa. D'accord? Maintenant, on va voir les destinations, bien vers quelles destinations les Européens ou les citoyens de l'Union européenne, les 27 États membres, immigrent le plus. Donc, 36,6% des citoyens de l'Union européenne, ils immigrent à l'intérieur de l'Europe, mais hors l'espace de l'Union européenne. Par la suite, on trouve 25% des ressortissants de l'Union européenne qui immigrent en Afrique. D'accord? La majorité part dans l'Afrique du Nord, c'est-à-dire Maroc, Tunisie, Algérie, etc. Afrique ouest, centrale, etc. 20% ils partent vers l'Asie et 16% partent vers le continent américain. Et comme par surprise, on trouve que la majorité des ressortissants européens de l'Union européenne qui partent vers l'Amérique, ils partent vers l'Amérique du Sud et non pas les États-Unis. Et finalement, pour résumer, les citoyens de l'Union européenne et de l'espace économique européen peuvent circuler librement dans l'espace Schengen avec une simple carte d'identité. Les citoyens non européens qui ne font pas partie de l'Union européenne ou de l'espace économique européen doivent fournir un seul document de voyage, doivent fournir leur document de voyage, un cachet justifiant la date de départ et la durée de service autorisée ne pouvant dépasser 90 jours, équivalent de 3 mois. Et le troisième point qu'il faut retenir, c'est que les États Schengen adoptent certaines dispositions particulières en fonction du motif de séjour, des moyens de subsistance. C'était tout pour cette capsule des ressources humaines en Europe et je vous retrouve dans la capsule prochaine.